Bon, il est 7h03, je pense qu'on peut peut-être commencer si vous êtes d'accord. Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de plateforme robotique et puis de la valeur de l'optimisation. Vous savez que développer une plateforme robotique, c'est toujours un enjeu pour les établissements en termes d'organisation, de financement. Et c'est pas toujours simple, hein. Il y a toujours un impact médico-économique et cet impact médico-économique est n'est pas tellement décrit dans la littérature parce que cela est très hétérogène. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir le docteur Durand du Centre hospitalier universitaire de Nice qui va nous parler de son expérience. Il avait réalisé une étude et publié un article qui est sorti dans le programme d'urologie qui est le journal d'urologie de l'Association française d'urologie. Et c'est un article qui est paru récemment. Alors, nous allons parler de cela aujourd'hui. Et je vous redonne rapidement l'ordre du jour. Donc, après la présentation du docteur Durand, nous allons pouvoir discuter avec docteur Thierry Lebeau, que vous connaissez, hein, qui est urologue à Montréal, que je présenterai un peu plus tardivement. Et puis, durant toute la présentation, ce qui est important, c'est, vous connaissez, hein, depuis quand nous effectuons des vidéoconférences, qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le chat et nous y répondrons après la présentation du docteur Durand. Alors, je voulais juste faire un bref petit rappel sur la pénétration de la robotique, notamment au Canada et plus spécifiquement au Québec. Pour vous dire ce que vous savez, ça fait maintenant plus de 20 ans que la robotique est parmi nous et puis elle s'implante de plus en plus, mais c'est pas toujours évident parce que en fonction des régions, des pays, le système est différent et l'offre de la robotique est également différente. Alors quand on regarde ce graphique au niveau mondial, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la chirurgie générale qui l'utilise le plus, avec notamment la chirurgie colorectale. Alors qu'au début, c'était surtout l'urologie, la gynécologie qui sont toujours quand même en bonne position. Puis on voit arriver progressivement d'autres spécialités qui amènent notamment la chirurgie ORL. Alors, vous voyez, au Canada, nous sommes tout de même moyennement lotis si on se compare à d'autres pays, avec tout de même beaucoup de chirurgiens qui sont formés. Mais au total, vous voyez, nous avons 29 hôpitaux, dont 7 avec deux systèmes. Nous espérons être le 8e prochainement. Mais globalement, c'est une trentaine, 32 robots pour la population. Et il y a des régions, il y a des provinces qui n'ont toujours pas de robots chez elles. La répartition est un peu différente par rapport au niveau mondial. On voit que toujours au Québec, c'est surtout l'urologie qui représente plus de la moitié des interventions. La gynécologie est toujours bien présente. Et puis on voit que petit à petit, la chirurgie générale, la chirurgie thoracique et la chirurgie ORL se développent. Alors on voit qu'il y a effectivement une implantation progressive, mais qui est lente. La robotique est arrivée au Québec dans les années 2000, comme on a vu 2003. Et nous, au centre hospitalier de Québec, finalement, nous sommes arrivés un peu tardivement, puisque le premier robot, nous l'avons eu en 2012. Vous voyez, donc ça va faire 10 ans au mois de septembre. Nous avons fait un peu plus de 3000 cas. Nous sommes 4 urologues à utiliser le robot et 2 gynécologues. Donc, nous avons 5 jours sur 5 de répartie. 3 statutairement pour les urologues et 2 pour la gynécologie. Alors, effectivement, là, je vous ai mis une petite étude qui montre ce qu'on avait fait lorsque nous avions eu la robotique en 2012. Et sur une étude de 6 ans, on avait vu d'emblée qu'on avait une qualité de suture qui montrait que, vous voyez, sur à peu près 1000 dossiers révisés, on voyait que les pourcentages de fuite à une semaine, c'était de 21% pour la chirurgie ouverte. L'année 2012, c'est l'année où je faisais encore de la laparoscopie pour la prostatectomie. On avait 7,5% de fuite. Puis, dès que nous sommes passés à la robotique, même dès la première année, on a vu que ça diminuait à 5%. Alors, pardon, on fait surtout de la prostatectomie, comme vous pouvez le voir sur le petit tableau en bas et à droite. C'est le volume d'actes réalisé chaque année par le robot. Puis, vous voyez que nous arrivons à une certaine saturation avec un seul robot, puisque avant la pandémie, nous étions à 450 interventions. Puis en 2020-2021, avec les coupures, on ne sommes pas autant, mais on voit qu'on y arrive. D'où le fait que nous sommes en attente d'un deuxième robot prochainement. Alors, tout cela étant, l'acquisition d'un robot n'est pas simple. Comme je l'ai dit en préambule,
Pour les établissements, c'est toujours un coût. On dit tout le temps que l'activité robotique est déficitaire et on essaye tous au sein de nos établissements de mettre des mesures en place avec des équipes qui optimisent le traitement, avec l'augmentation des volumes, comme on peut le voir, la saturation le remplissage des priorités systématiquement. On essaye de diminuer les durées de séjour, mais ce n'est pas simple. Alors, le docteur Durand, je vais vous présenter, a réalisé une étude au centre hospitalier universitaire de Nice récemment. Alors, docteur Durand travaille à Nice. Ça me fait plaisir de le présenter parce que je suis sorti de cette maison il y a quelques années déjà, où j'ai eu l'occasion de faire ma résidence à Nice, à l'hôpital Pasteur 1, avec les docteurs Amiel, le docteur Chevalier, qui est aujourd'hui, je pense, le chef de service. Donc, aujourd'hui, le docteur Durand travaille à l'hôpital de Nice, à l'hôpital Pasteur, mais numéro 2. Hein, et c'est un chirurgien urologue qui a fait toute sa médecine, je pense, à Nice, puis ensuite, il s'est spécialisé, qui est allé à New York, l'université de Cornell, et qui ensuite a rejoint une maison à Paris, l'Institut Montsouris, où il a, je pense, complété sa formation en laparoscopie en robotique. Et aujourd'hui, c'est lui qui assure la coordination urologique du territoire des Alpes-Maritimes. Alors, il est responsable de l'hôpital de jour, service Pasteur 2, et il dirige le programme notamment au niveau du cancer de la prostate. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir, docteur Durand, et je vais vous laisser présenter votre sujet sur le virage laparoscopique robotique à Nice spécifiquement. Merci de votre présentation. Donc, je vous rends. Merci partager beaucoup. votre écran maintenant. Merci beaucoup. Vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien d'une part et que vous voyez bien mon écran. Oui, oui. Parfait. Eh bien, écoutez, merci pour cette invitation et cette introduction tout à fait à propos. Merci pour cette invitation et cet échange. Pour rebondir sur ce que vous avez évoqué et que nous connaissons tous, en effet, la chirurgie robotique implique nécessairement des coûts importants et donc à la lumière de la considération des directions générales, ils parleront plutôt de surcoûts qui, du coup, vont entraîner très souvent des problématiques potentielles de développement, d'accès à la plateforme pour nos équipes chirurgicales. Et en effet, nous nous sommes spécialisés ici à Nice dans le programme que j'ai le plaisir de diriger, dans l'optimisation des parcours chirurgicaux robotiques à l'échelle du territoire, de la manière dont je vais vous le rapporter, avec les résultats que nous avons récemment publiés. Je vais donc peu m'attarder sur la première partie qui correspond au développement de la chirurgie robotique dans le monde parce que vous l'avez tout à fait souligné. Je ferai un petit focus du coup sur la France en comparaison avec justement les résultats que vous venez de présenter du Canada. Et puis ensuite, je vous rapporterai succinctement des éléments marquants de notre histoire du centre qui a été labellisé depuis Épicentre, c'est-à-dire qu'il reçoit toutes les semaines des équipes de France et d'Europe pour les aider à améliorer leur programme de chirurgie robotique. Et j'expliquerai la publication de l'analyse médico-économique que nous avons réalisée en mettant le doigt sur le trifecta organisationnel qui correspond aux mesures que nous avons évaluées. Et enfin, je parlerai de monitorage et des améliorations de performance, des axes d'amélioration de performance des équipes chirurgicales. Je ne reviens pas sur cet élément que vous avez évoqué vous-même, à juste titre, avec une chirurgie digestive qui semble être la plus aujourd'hui pratiquée dans le monde, et donc en fait, en réalité, aux États-Unis, car ça n'est pas le cas, comme vous l'avez montré au Canada, mais ça n'est pas non plus le cas en France, puisqu'en France, la chirurgie qui reste la plus pratiquée, c'est l'ensemble des actes de chirurgie urologique, suivi de la gynécologie, puis de la chirurgie digestive. On peut dire que en France, en tout cas, on a clairement raté le virage de la chirurgie robotique.
Je pense que nombre de mes confrères français ne seraient peut-être pas satisfaits de l'entendre, mais je pense que c'est un constat que l'on peut tout à fait avouer. On était parmi les premiers à décrire laparoscopie, la prostatectomie radicale, pour ce qui concerne l'urologie, en 99. On était donc très avancé sur la laparoscopie, très investi, avec une expérience réelle dans beaucoup de blocs, avec un certain savoir-faire. Mais justement, pour des raisons probablement idéologiques, des raisons économiques évidentes, des raisons générationnelles, des raisons que l'on connaît tous, hein, qu'il est difficile parfois d'avoir l'envie d'innover quand on est bien installé dans une technique, on a peut-être boudé l'ascension de la chirurgie robotique qui s'est installée dans les années 2000 avec quelques plateformes seulement et une activité très parcimonieuse qui s'est installée en France. Aujourd'hui, ça fait de la France le 4e pays dans le monde en nombre de systèmes installés. Il y en a 200 environ, un petit peu plus. Ces systèmes, vous voyez, sont répartis de façon équivalente entre les établissements publics et les établissements privés, d'égal à égal. 95% des CHU disposent d'un programme robotique. En réalité, il n'y a qu'un seul CHU qui aujourd'hui n'en dispose pas et qui devrait, je crois, bientôt basculer lui aussi dans la chirurgie robotique. Donc cet élément est important puisque c'est le puits de formation, comme dans tout pays. On peut considérer un indicateur aussi intéressant, c'est que 25 établissements disposent aujourd'hui au moins d'un deuxième système robotique. Comme vous pouvez le voir ici sur les graphiques, comme je l'ai dit précédemment, c'est bien l'urologie qui a une dimension la plus importante en termes de fréquence d'usage de la chirurgie robotique, suivi de la gynéco qui s'est légèrement fait dépasser depuis par la chirurgie digestive, quasiment d'égal à égal, et derrière, de façon un peu confidentielle, l'ORL et la chirurgie thoracique, qui par nature ont un nombre d'indications plus restreint, et donc nécessairement, même si la pénétration était importante dans leur discipline, néanmoins, ils en resteraient sans doute à une volumétrie moins importante. En termes de pratique, si on zoome un peu plus sur la pénétration de la chirurgie robotique en France, si je prends quelques exemples d'actes un peu emblématiques, la prostatectomie en 2020, donc ça doit être légèrement un peu plus aujourd'hui, c'est 62% de pénétration, 17% en chirurgie ouverte et 22% en chirurgie laparoscopique. Si vous aviez le recul historique, vous verriez en fait que la robotique mange la part progressive de la laparoscopie en premier lieu, puis petit à petit de la chirurgie ouverte. Pour considérer un deuxième acte assez emblématique, la néphrectomie partielle est aujourd'hui réalisée à un peu plus de la moitié par chirurgie robotique, le reste étant partagé entre chirurgie ouverte et chirurgie laparoscopique. Et puis, si on considère maintenant les autres spécialités, on voit que la pénétration est très faible pour ce qui concerne la gynécologie sur les deux actes d'hystérectomie bénigne et d'hystérectomie maligne. Elle reste faible dans la chirurgie digestive, avec la part de colectomie gauche ou droite qui sont confidentielles par rapport au reste de l'activité. Et elle reste encore faible dans la chirurgie thoracique. Et elle tente à gagner un peu plus de part dans la chirurgie de l'obésité. Alors, comprendre ou rechercher des leviers d'optimisation et des indicateurs de valorisation de l'activité robotique, c'est forcément, pour pouvoir le faire, essayer de se confronter à ses propres résultats de centre et essayer d'identifier ce qui peut-être permet d'accélérer son optimisation de parcours et donc du coup de connaître les indicateurs qui sont importants de mesurer
et d'apprécier la balance économique des recettes et des dépenses dans sa globalité des parcours des patients chirurgicaux qui bénéficient d'une intervention robotique. Donc, je vais vous partager des éléments qui sont, pour beaucoup d'entre nous, finalement assez loin de la pratique chirurgicale du quotidien. Il ne s'agit pas de technique chirurgicale, il s'agit surtout d'organisation, d'optimisation, de management. C'est, qu'on le veuille ou non, malheureusement, un élément, ou heureusement, je ne sais pas, mais auquel on doit faire face quand on a la responsabilité d'un programme, car c'est en tout cas le vocabulaire et la logique avec laquelle réfléchissent les dirigeants des établissements. Je pense que c'est pareil au Canada qu'en France et dans le monde entier, avec une interprétation qui est la leur de la balance bénéfice-risque de plonger dans, ou pas complètement dans le virage de la chirurgie robotique. Je reviendrai pas sur mon parcours qui a été présenté tout à l'heure. J'ai effectivement aujourd'hui la direction adjointe du service dans lequel vous étiez effectivement, Monsieur Chevalier aujourd'hui chef de service. Je suis devenu récemment professeur des universités cette année même. Et j'ai en charge, c'est une particularité, le développement du programme robotique au sein de l'établissement de façon transdisciplinaire, mais aussi au sein du territoire, et c'est-à-dire des 5 hôpitaux qui sont autour du CHU de Nice, donc Cannes, Grasse, Antibes et Menton, avec progressivement, comme je vais vous le montrer, la constitution d'une plateforme qui accueille des équipes extérieures à l'établissement dans lequel elle est installée et qui sont une des sources du levier d'optimisation que je vais vous présenter, mais qui nécessite du coup une extrêmement forte organisation de la plateforme, sans quoi les pertes de temps et donc les pertes financières sont extrêmement lourdes. Alors, je vais avancer sur ces éléments-là pour tout de suite vous projeter des éléments de notre histoire. Notre histoire, elle est probablement, à mon sens, assez fréquente, si je considère d'autres histoires de centres que je connais, et il me semblait important de partir de cette base de façon tout à fait transparente pour avoir une vision très claire sur l'accélération que l'on a vécue et identifier les leviers de cette accélération, d'une part, et aussi décomplexer, je pense, un certain nombre de centres qui pourraient avoir des problématiques de croissance d'activité que nous avons connues, et donc je n'ai aucun problème à l'évoquer. Nous étions en 2006 le deuxième centre en France à bénéficier d'une plateforme robotique, le deuxième centre universitaire en France à bénéficier d'une plateforme robotique. Et comme vous pouvez le voir, c'était un programme dès l'origine qui était multidisciplinaire, réparti entre 3 spécialités et en réalité 5 équipes, 3 équipes de chirurgie digestive, une équipe de chirurgie gynécologique et une équipe de chirurgie urologique qui, du coup, avait une répartition sur une plateforme DaVinci S à l'époque, tout à fait équitable par équipe, mais pas forcément équitable par capacité opératoire. Ce programme, cet élément, excusez-moi, est très important. Donc, comme vous pouvez le voir, pendant 10 ans, où aucun effort de coordination, d'optimisation, de réflexion par rapport à l'usage de la plateforme n'était fait, autre que celui de dire qu'il fallait répartir équitablement entre chacune des spécialités, sans d'ailleurs se soucier de savoir si ces spécialités s'investissaient ou pas dans l'activité de chirurgie robotique. Donc, comprenez que certains jours, la plateforme ne fonctionnait pas. Eh bien, vous voyez que l'activité végétait entre 70 et 100 actes au mieux par an. Une activité qui végète de cette manière-là, c'est une activité qui est assez moribonde, car elle a comme conséquence, petit à petit, des résultats assez moyens en termes de performance clinique, car forcément les durées moyennes de séjour, les complications post-opératoires du fait du peu d'usage de la plateforme, eh bien s'associent et se cumulent et entraînent une forme de
souvent de désintérêt pour la plateforme robotique, ce que nous avons connu au travers des différentes disciplines qui a amené secondairement à ce que l'ensemble des autres spécialités, sans que nous en fassions le choix nous-mêmes, décident d'abandonner la chirurgie robotique. 10 ans d'errance pour finalement ne laisser place à la fin qu'à la chirurgie urologique qui, alors même qu'elle faisait plus de 50% d'actes, a pu, parce qu'il y avait un effet d'aubaine, accélérer sa croissance, mais sans en réalité avoir d'autre action que avoir un accès facilité au bloc opératoire. Cet élément-là s'est suivi d'un transfert de notre plateforme qui était dans un établissement vers un second établissement, c'est-à-dire nous avons plusieurs hôpitaux au sein du CHU, donc d'un hôpital qui était assez lointain de notre service vers un autre hôpital qui était celui de notre service, qui a contribué évidemment du coup à rapprocher et à faciliter l'accès à la plateforme, qui derrière s'est associé à la construction d'un programme toujours en monospécialité, mais pluri-institutionnel, installé au centre du territoire avec les 5 autres établissements pour nous amener dernièrement en 2021 à 455 actes et l'année dernière, in fine, excusez-moi, il y a une erreur, à 535 actes sur une seule et même plateforme. Autrement dit, une plateforme aujourd'hui extrêmement saturée. Donc, ce qui nous a intéressé, c'était, considérant cette accélération, qui ne reposait que sur une seule équipe, d'analyser les leviers pour comprendre comment aujourd'hui on en était arrivé à la réalisation de 535 actes avec 3 à 4 interventions par jour sur une ouverture de salle tous les jours sauf le samedi et le dimanche, de 8h à 18h, bénéficiant d'une équipe paramédicale dédiée, mais avec des opérateurs, comme vous l'avez compris, distincts, avec 10 opérateurs plus exactement, dont 5 assistants, et qui est au cœur d'un croisement de 5 hôpitaux, dont le CHU lui-même. Les conditions de ce changement, c'est ce que nous avons analysé et que je pourrais résumer par l'existence d'un trifecta qui repose sur ce trépied. Des éléments qui sont en lien avec l'harmonisation des pratiques médicales, des éléments tout à fait opérationnels qui sont en lien avec la formation médicale et non médicale, et une somme d'éléments que j'appellerais exécutifs qui sont en lien avec le management de gestion proche et le pilotage de la performance par des indicateurs qui sont manipulés par les opérateurs eux-mêmes et non pas déportés vers la direction avec parfois une opacité qui n'est pas favorable à l'émergence de l'émulation collective. Ces 3 éléments sont extrêmement importants et ont été en réalité mis en place entre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 2016 et 2017, ce qui nous a permis de réaliser cette étude pour comparer notre activité avant les mesures d'accompagnement versus notre activité après les mesures d'accompagnement. Donc, une étude avant-après sur 4 ans continu avec la même équipe qui a bénéficié de la mise en place des mesures d'accompagnement au milieu, qui entraîne en résultante sur les 674 patients éligibles, c'est-à-dire l'ensemble des patients qui ont bénéficié d'une chirurgie robotique, 147 dans le groupe avant la mesure et 521 dans le groupe après les mesures. Toutes les procédures ont été incluses dans cette étude, dans 9 groupes: cystectomie, donneur vivant, jonction, néphrectomie partielle et radicale, néphrouréthérectomie, promontofixation, prostatectomie radicale et réimplantation urétérale, plus un groupe divers dans lequel nous avons progressivement associé un grand nombre d'actes, les adénomectomies, quelques greffes, des curages complexes qu'on n'imaginait pas réaliser au départ, des chirurgies peut-être partielles de la vessie, etc., etc.
Ce groupe est important car en réalité, ce groupe, nous l'avons constitué pour être sûr que nous allons analyser l'ensemble des patients qui ont bénéficié de chirurgie robotique sans en exclure. Et nous verrons qu'au fil de l'étude, ce groupe n'a fait que grandir car nous avons réalisé beaucoup plus d'indications que nous l'avions imaginé. La pénétration robotique dans notre centre, elle était de 45% en moyenne avant les mesures, puis ensuite, tout acte confondu, elle est passée à 85% en moyenne, ce qui signifie que 3 actes sur 4 dans les groupes que je vous ai évoqués ont bénéficié aujourd'hui d'un geste robotique, quand avant, un acte sur 2, un peu moins d'1 sur 2, en bénéficiait. Donc, une différence significative d'impact de la pénétration robotique entre avant les mesures, après les mesures. En analysant de façon régressive les facteurs indépendants d'amélioration, évidemment, l'ensemble des 3 mesures du trifecta est un facteur indépendant d'amélioration. Le temps opératoire est un facteur indépendant d'amélioration. Et 2 gestes en particulier, qui sont le donneur vivant dans le cadre des prélèvements pour les donneurs de greffe de rein, et la cystectomie radicale, qui est un groupe général dans lequel ici il y a cystectomie plus entérocystoplastie ou plus bricaire ou plus urétérostomie, tout est combiné dans le groupe, sont aussi des facteurs indépendants d'amélioration qui ont bénéficié à cette accélération. En comparant avant-après, on a identifié que la durée moyenne d'intervention, ici représentée la durée moyenne de console robotique, est significativement différente avant les mesures et après les mesures, pour avoir une durée moyenne de 156 minutes versus 206 minutes auparavant. La durée moyenne périopératoire, c'est-à-dire ce temps dont on sait qu'il est extrêmement impactant avant et après une chirurgie, autour d'une chirurgie, depuis le moment de la rotation, depuis la mise en place, a lui aussi bénéficié d'une réduction significative grâce à la mise en place des mesures. Et le coût de l'intervention a lui aussi été impacté. L'analyse médico-économique qui est ici réalisée, et ça a été précisé tout à l'heure par Thierry à juste titre, est toujours quelque chose de difficilement apprécié dans les études médico-économiques, car en réalité, il y a beaucoup de manières de l'apprécier et la plupart du temps, les études médico-économiques ne se concentrent que sur la partie bleue que vous voyez ici, c'est-à-dire les coûts médico-techniques du bloc opératoire, sans considérer l'ensemble des autres coûts qui sont en lien avec le séjour complet du patient, depuis son entrée jusqu'à ce qu'il va manger dans le service la veille, le lendemain, la literie, l'ensemble du personnel soignant et non soignant du service, etc., qui correspondent à l'ensemble de ces coûts. Dans cette étude, il s'agit bien d'une analyse du coût global. C'est donc l'étude la plus juste par rapport à l'analyse médico-économique qui soit, qui repose sur une méthodologie de calcul qui s'appelle l'étude nationale des coûts, qui est l'ENCC, et qui nous permet d'apprécier justement les coûts de l'ensemble d'un séjour qui sont bien sûr à mettre au regard des recettes de ce séjour que je vais vous présenter derrière. Ici, vous pouvez voir que grâce à la mise en place du trifecta, on a identifié une réduction significative du coût du séjour, d'environ 2 000 €, un petit peu plus, entre avant et après. Vous identifiez aussi que cette réduction de coût, elle est surtout impactée sur les coûts médico-techniques au bloc opératoire, car, vous le comprendrez, c'est évidemment la rapidité de l'intervention et de la rotation entre les interventions qui va diminuer du coup les coûts induits de ressources humaines au bloc opératoire, qui va du coup impacter significativement le volume d'actes que vous réalisez par an et qui va donc faire diminuer mathématiquement
le coût annuel d'une plateforme, tant sur sa maintenance que sur son amortissement sur 7 ans. Pour ne pas vous perdre dans les détails, mais il est évident que ces coûts de maintenance et ces coûts d'amortissement sont absolument linéaires dans le temps. On les connaît, c'est environ 150 000, tout dépend des programmes que vous avez, mais on va dire entre 100 et 180 000 euros de maintenance par an. Et vous allez avoir un amortissement, c'est-à-dire le coût d'acquisition divisé par 7 ans. Plus vous ferez d'actes, plus ces coûts rapportés à l'acte seront donc faibles. Donc, l'augmentation de la volumétrie impacte forcément les coûts médico-techniques du programme opératoire. Et vous pouvez le voir ici dans l'explication que je vous évoquais. Avant, nous faisions encore une volumétrie assez modérée. Les coûts d'amortissement étaient de 2003 euros par acte et les coûts de maintenance de 1310 euros par acte. Vous voyez qu'après la mise en place des mesures, les coûts d'amortissement sont divisés par 2 et les coûts de maintenance sont quasiment divisés par un peu plus de 2 également. Vous notez aussi que les coûts d'instrumentation à l'époque ont, eux, augmenté et ils ont augmenté du fait de l'apport d'instruments qui étaient plus coûteux à l'époque, notamment les agrafages, puisque nous avons basculé dans l'usage des agrafages entre avant et après, ce que nous n'utilisions pas avant, et qui avait un coût unitaire très fort. Cela, du coup, impactait le coût du panier moyen, je dirais, d'instrumentation. Cet élément aujourd'hui est lissé, car il y a eu depuis des réductions de coûts, notamment très importants, notamment depuis la publication de cette étude, par intuitive, qui du coup n'entraîne plus cette augmentation significative et entraînerait une réduction équivalente que je vais vous montrer secondairement. L'étude enfin coût-bénéfice que je vous présente a cherché par un mécanisme d'analyse de régression d'identifier pour un case mix pur d'urologie quel était le volume cible à atteindre pour que les dépenses soient équivalentes aux recettes afin d'avoir une plateforme qui soit pleinement à coût nul, c'est-à-dire auto-financée. Dans un case mix, je vous le répète, purement d'urologie. Et j'insiste sur ce point-là, car nous savons que la valorisation des actes en urologie n'est pas la plus forte par rapport à d'autres spécialités, que par exemple des chirurgies thoraciques, par exemple des chirurgies ORL, certaines chirurgies gynécologiques, certaines chirurgies digestives ont des valorisations, en tout cas en France, plus intéressantes, ce qui nécessairement, si elles sont introduites dans le case mix de votre plateforme, impacte forcément une réduction sur le nombre de cas nécessaires à avoir pour atteindre un coût nul, c'est-à-dire un coût équilibré. Donc, prenez pas ce chiffre comme un chiffre sans considération du contexte. C'est bien dans le contexte purement d'un case mix, en France, à l'époque, en 2018, que cet objectif pouvait permettre d'atteindre l'équilibre. À l'époque, nous n'y étions pas puisque nous n'avions pas atteint autant d'actes et nous avons depuis démontré que notre logique de régression a été justifiée, que notre modèle était juste par une nouvelle étude médico-économique tout à fait récente, cette année 2021 qui s'est terminée, excusez-moi, nous a permis de réaliser 535 actes. Par la même méthodologie de calcul, nous avons analysé l'ensemble des dépenses induites sur cette plateforme, qui correspondait à 3 456 000 euros. Et nous avons réalisé l'ensemble des recettes suivantes de 3 508 000 euros, soit, considérant, je le redis bien, tous les coûts, depuis le service, depuis l'entrée, depuis les travaux au prorata rapportés à la taille de votre service, de votre établissement, un exercice à l'équilibre légèrement bénéficiaire de 52 000 euros, avec un coût à la minute du robot, en réalité du séjour robotique, hein, ce n'est pas le coût au bloc, c'est le coût du séjour robotique de 22,86 €. Donc,
vous voyez qu'il est possible de réaliser un exercice à l'équilibre, mais c'est bien sûr en considérant l'atteinte d'un certain nombre de leviers d'optimisation qui concernent l'harmonisation des pratiques, la formation du personnel médical et non médical, et un certain nombre de mécanismes de gestion qui sont décrits dans le papier et sur lequel je ne vais pas rentrer ici parce que la liste tout à fait détaillée dans le papier est assez longue et prendrait trop de temps. Je soulignerai juste certains points qui me paraissent encore importants si j'ai encore quelques minutes pour faire cette présentation. Le monitorage de l'activité qui fait partie des mesures que nous recommandons pour optimiser sa plateforme, qui fait partie des mesures exécutives dans le trifecta, est un élément important. Bien sûr, vous savez tous ce que c'est que le monitorage et vous avez tous vos critères. Mais je pense que comme nous, vous n'avez pas des situations tout à fait différentes. Vous disposez de systèmes d'information au sein de votre établissement qui donnent un certain nombre d'informations dont certaines sont plus importantes pour l'administration qu'elles ne sont importantes pour vous-même en tant que chirurgien. Pourtant, pour nous, chirurgiens, comme pour un sportif, certaines données comptent plus pour s'évaluer, s'apprécier sur son activité. Pour le marathonien, ce serait la fréquence respiratoire, la durée de course, le nombre de kilocalories perdues, la distance parcourue, la fréquence cardiaque. Pour un chirurgien, ce sont ces indicateurs-là. Peut-être ce sont ceux que vous avez en systématique, mais nous ne les avions pas en systématique. J'aimerais savoir en tant que chirurgien combien d'actes j'ai réalisés aujourd'hui quand je vous parle, depuis le début de ma courbe d'apprentissage. Quelle typologie d'actes, la distribution des actes, mon temps moyen à la console, mon temps moyen dans la salle, mon temps d'intervention moyen par rapport aux autres, le nombre de ressources humaines que j'ai consommées, le nombre d'instruments que j'ai consommés, afin de suivre ma courbe de progression et si possible de pouvoir la comparer à ceux de mon propre groupe dans un but d'émulation collective. Dans notre centre, nous disposons sans doute, comme beaucoup de centres, de plein de logiciels comme ici et même d'éléments écrits qui sont tous éclatés et qui ne permettent pas d'avoir un tableau de bord personnalisé de son activité, ni même un tableau de bord personnalisé du groupe d'exercices dans lequel on est. Nous avons tout centralisé et nous avons, par des modélisations de calcul, développé un système qui permet d'avoir son propre suivi et de pouvoir comparer ces différents temps de façon moyenne générale par rapport au groupe, en comparant sans cesse à l'année précédente pour pouvoir savoir si nous étions en croissance ou si nous étions limités, mais aussi d'avoir une véritable learning curve avec un modèle mathématique qui a été long à mettre en place, qui permet d'apprécier sa propre learning curve, comme vous pouvez le voir ici, par rapport à la learning curve du groupe actuellement, qui bien sûr est la somme de l'ensemble des interventions et des intervenants, qui donc est forcément plus importante qu'un seul acteur, et qui permet, comme l'exemple vous le montre ici, de montrer que pour cet opérateur du groupe, quand il choisit le groupe prostatectomie plus curage, son intervention moyenne est ici par rapport à son intervention globale qui est de 2 heures, 3 heures et qui est juste au-dessus. Ça lui permet d'identifier précisément sa durée opératoire, mais aussi les comorbidités associées, les complications qu'il a pu avoir à l'issue de son séjour, ainsi que l'origine de ces patients, c'est pour nous extrêmement important puisqu'on veut savoir quelles sont les sources de consultation qui ont le plus apporté d'actes robotiques sur l'ensemble de notre activité. Donc, quand ils consultent sur plusieurs établissements, ils savent de quelle était l'origine, entre canne grasse, antibé menton, de l'origine du patient, plus la durée moyenne de séjour, plus le nombre de rappels à J30, éventuellement d'événements indésirables ou de réhospitalisation si c'était nécessaire. Ces tableaux de bord sont des tableaux de bord internes à notre équipe qui nous permet de, en toute transparence, partager à l'ensemble de l'équipe avec des données colligées par les paramédicaux, et j'insiste sur ce point car c'est très important, partager avec l'équipe d'anesthésie qui leur permet d'avoir les véritables temps de chacun des opérateurs. C'est aussi extrêmement important pour la programmation et pour, je dirais, apaiser les relations entre tous les professionnels.
C'est grâce à ce système de monitorage permanent sur lequel je voulais insister que notamment nous avons inculqué ou partagé une évolution culturelle de l'innovation et de la remise en question, je dirais, permanente dans une quête d'amélioration et de performance au sein de notre groupe. Pour pouvoir faciliter et homogénéiser, nous avons, comme tous, je pense, développé un nombre de vidéos importantes pour homogénéiser. Je vous le rappelle, dans le trifecta, la première des choses, c'est l'harmonisation des pratiques pour homogénéiser toutes les interventions. Personne dans notre groupe ne réalise les interventions de façon différente. Tout le monde utilise pour une intervention les mêmes boîtes, les mêmes instruments, les mêmes fils, le même positionnement du robot, le même rangement du robot après et à son propre temps opératoire qui est connu de l'ensemble de l'équipe dès qu'il commence son intervention. Cet élément est extrêmement important car c'est bien la pleine et entière compréhension par les autres acteurs, je veux dire les anesthésistes, je veux dire les infirmiers instrumentistes, les infirmiers circulants et même les aides-soignants, de l'ensemble de ces éléments-là qui permettent la mise en place de la salle le plus rapidement possible. Un autre élément, puisque nous sommes dans un centre universitaire, c'est aussi, vous l'imaginez, un outil évidemment d'éducation et de formation des plus jeunes. Et c'est pourquoi nous avons mis l'accent notamment sur des vidéos comme celle qui était parue sur la gauche, des vidéos sur le port placement, l'installation lui-même des bras du robot dans la salle, l'installation des câbles pour que le docking soit standardisé pour toutes les procédures, toujours le même, quel que soit l'opérateur en fonction de la procédure et non pas en fonction de l'opérateur. Cet élément-là est extrêmement important car cela permet la mise en place de la salle avant même que l'opérateur arrive en salle et puisse du coup jongler d'une salle à une autre et gagner du temps sans qu'il soit indispensable dès l'ouverture de salle. Bien sûr, nous avons un programme, comme beaucoup, de simulation médicale chirurgicale pour faire naître les compétences chirurgicales, je passe car c'est aujourd'hui extrêmement commun dans le centre, mais nous, c'est une obligation pour l'ensemble des plus jeunes. Tous les internes y passent et du coup, dès qu'ils sont assistants, ils sont immédiatement opérationnels. Ils sont immédiatement opérationnels et j'insiste sur ce point car souvent, j'entends que dans les centres, ils font opérer les chefs de clinique et les assistants, mais très souvent, ça n'est pas une réalité. Très souvent, l'accès pour les plus jeunes est extrêmement difficile au bloc opératoire. C'est une réalité en France, en tout cas, car le bloc opératoire va être préempté par les plus anciens qui ont un volume de patients plus important et des temps opératoires évidemment plus courts, donc plus appréciés par l'ensemble de l'équipe. Dans notre centre, nous avons souhaité qu'au jour de son installation en tant qu'assistant ou chef de clinique, il puisse programmer sur des vacations qui lui sont propres ces interventions robotiques qui, toujours pendant ces 2 ans, seront secondées par un des 3 procteurs du groupe, puisque nous avons 3 procteurs au sein du groupe dont je fais partie, qui, les jours de leur proctoring, sont présents dans l'intégralité de la journée, dans la console numéro 2, à la droite ou à la gauche de l'assistant, afin de le seconder et surtout afin de terminer l'intervention dans des temps moyens qui sont adaptés au programme de la journée. Toujours pareil, pour plus d'efficience, limiter les complications, les anticiper. Il ne s'agit pas de laisser un assistant potentiellement opérer pendant 8 heures parce que c'est sa première prostatectomie. C'est une chose que nous, en tout cas, nous avons vécu initialement et que nous ne voulons pas faire vivre aux plus jeunes, qui contribuent aujourd'hui à la facilité et à l'accès de l'usage de la plateforme robotique. Enfin, quelques points qui sont dans les éléments organisationnels du trifecta que je relate ici parce qu'il me semblait important. La connexion de la salle pour anticiper les complications et les erreurs avec le central le central Da Vinci pour pouvoir gagner du temps en cas d'éventuelle erreur qui arrive de la panne. La gestion de la logistique des stocks est un élément extrêmement important car l'anticipation des commandes qui pour nous part du même fichier que celui que je vous ai présenté, du même logiciel qui analyse notre activité, puisqu'il analyse le nombre de pinces qui sont utilisées, dans le nombre de vies précisément qui sont utilisées, eh bien nous avons des alertes pour recommander nos stocks en adéquation parfaite avec notre usage
et non pas sur un temps de réévaluation, déstockage, qui serait un temps secondaire. Nous anticipons aussi, je l'ai dit, la standardisation des pratiques, mais nous anticipons les interventions qui suivent et la salle robotique à la fin de l'intervention, quand habituellement le robot était juste mis d'un côté et puis le temps avançait, le robot est remis du côté de l'intervention suivante, que ce soit au cours d'une journée ou que ce soit la veille d'un long week-end ou la veille d'un jour férié. On anticipe sur le programme d'après pour gagner ce temps et qu'il n'y ait pas de problème de branchement à l'arrivée. Et puis, je l'ai dit, nous avons une gestion particulièrement attentive des maintenances, de la formation et également du temps de stérilisation. Notre parcours étant pleinement intégré dans un parcours de RAC, dont j'ai ici juste redécrit l'ensemble des éléments, qui est source de données qui sont monitorées, car je vous ai parlé des événements dans les J30. Les événements dans les J30 sont répertoriés par l'intermédiaire d'une infirmière de RAC qui, à J1, J7, J30, appelle les patients, où qu'ils soient, même s'ils sont encore hospitalisés, pour évaluer leur satisfaction, évaluer des éventuelles complications que nous n'aurions pas identifiées. Donc, si c'est du J1, rares sont ceux qui sont en ambulatoire, mais il en existe. Donc, ceux, quand ils sont dans le service, on n'a pas cette donnée puisqu'elle est colligée par un autre moyen. Mais par contre, quand ils sont sortis, on a cette donnée en J7 et en J30 afin de, du coup, reporter ces informations sur le même suivi, ligne à ligne, de chacune des interventions par les opérateurs qui leur permettent, du coup, d'avoir l'évaluation post-opératoire de la qualité et de la performance de leurs résultats. Donc, cette vision que probablement vous avez tous déjà est une vision très intégrative. La chirurgie robotique, pour moi, n'est finalement qu'un accélérateur à l'innovation des parcours chirurgicaux. En soi, elle n'est qu'un objet d'innovation comme on en a connu d'autres et comme on en connaîtra d'autres. Mais si on l'investit pleinement, et c'est le choix que nous avons fait, elle est source d'une revitalisation de la filière chirurgicale, tant pour l'attractivité des patients, mais aussi, et je veux le dire, pour l'attractivité des chirurgiens qui aujourd'hui, formés pour la plupart en France, en tout cas en urologie, sur robots, n'iraient certainement pas s'investir dans une carrière dans un centre où il n'y aurait pas la chirurgie robotique. Donc, pour finir, à mon sens, la mise en place d'un trifecta qui repose sur la clinique, l'opérationnel et l'exécutif. Encore une fois, je n'ai pas détaillé tous ces éléments, ils le sont dans la publication. Le monitorage individuel et le monitorage de groupe, si l'on veut avoir un pilotage de groupe, et l'activation de tous les leviers du circuit, la formation, la programmation, avec le remplacement des annulations de dernière minute pour ne jamais laisser une vacation libre, et l'intégration de la RAC pour accélérer la préhabilitation par la préhabilitation des patients, le retour à domicile et ainsi la diminution des DMS, des complications et très souvent une meilleure acceptation aussi de la souffrance à la fois physique mais aussi psychologique car les rappels des patients, on l'a vu, ont généré une satisfaction réelle dans leur prise en charge en les rassurant d'avoir ce recours téléphonique régulier. Je vous remercie. Merci bien, docteur Durand. Je peux récupérer peut-être l'écran? Bien sûr. Donc, effectivement, c'est une présentation intéressante. Ça a pris pas mal de temps. Je pense qu'on va avoir du temps pour les questions. Et Thierry Lebeau est avec nous et je pense effectivement une expérience importante également au niveau de la chirurgie. Vous connaissez son parcours à Montréal. Lui est allé se former à Paris et non pas à Montsouris, mais avec Christophe Vassen à la Pitié de mémoire. Et donc, il travaille sur la robotique depuis pas mal d'années. Et je pense qu'il est à l'origine de l'installation du robot Santa Cabrini. Je ne sais pas si tu travailles toujours à Maisonneuve-Rosemont aussi, je pense, Thierry. Mais Oui. en tous les cas, Thierry a beaucoup d'expérience dans le domaine également. Alors, cette présentation que Dr Durand vient de faire met en évidence quand même des éléments importants que nous connaissons et que nous utilisons également dans nos centres respectifs, c'est-à-dire l'optimisation des plages, ça a été dit et à plusieurs reprises, de ne pas laisser une vacation verte. La difficulté, souvent dans des gros centres comme ceux que nous avons, où il y a un gros volume d'activité monocentre, et si je prends l'exemple de Québec, où
où nous avons à peu près 350 prostatectomies, 120 néphrectomies partielles par an. Aujourd'hui, on fait encore une grande majorité d'activités par laparoscopie parce qu'on n'a pas accès au robot. Alors, l'accès au robot est un problème primordial. D'autre part, il y a des questions au niveau de la multiplicité des interventions. On est limité grandement ici parce qu'il faut que la salle soit libérée à 4 heures. On n'a pas de vacation jusqu'à 18 heures. Donc ça, c'est un problème pour l'optimisation du volume. Vous avez vu, on est à 450 cas, mais 2 cas par jour en général. Et des petits cas, on a du mal à en avoir pour augmenter ça. Alors, Thierry, de ton côté, toi récemment, je pense qu'avec Santa Brini, tu as instauré la robotique et vous êtes passé d'un SI à un X. Est-ce que avec ton hôpital, comment tu fais pour essayer d'améliorer un petit peu la programmation? Est-ce que c'est monoactivité? Est-ce que c'est multichirurgical? Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience à la lumière de ce que vient de dire Dr Durand? Est-ce que vous appliquez déjà des principes qu'il a énoncés? Oui, d'abord, merci de l'invitation. Merci à Thierry et merci à Dr Durand aussi pour cette présentation qui était fort intéressante et j'ai envie de dire inspirante. Un peu comme disait Thierry, on est un peu limité ici par l'occupation possible de la salle d'opération, c'est-à-dire en temps. Puis je pense qu'il faut qu'on arrive à se mettre en tête qu'il faut investir pour économiser parce qu'il faut investir en temps, il faut investir en ressources également. Ici, le fait d'opérer plus de patients, ça correspond surtout à des coûts pour l'hôpital. Ça correspond aussi à l'occupation de lit d'hospitalisation. La culture de l'hospitalisation est très différente ici au Québec de ce que c'est en France. On l'a malheureusement bien mal vécu avec la pandémie. Là, on a très peu de lits d'hospitalisation. Puis le fait d'hospitaliser des patients ne serait-ce que 24 heures, encore faut-il avoir un lit disponible. Alors, si on oublie les 2 dernières années de pandémie qui ont été particulières, mais qui ont somme toute pas trop affecté notre programme de robotique parce que c'était des activités oncologiques qui étaient protégées, on a été capable de continuer d'augmenter un petit peu notre activité, du moins en urologie et en gynécologie. À la base, quand on a décidé d'implanter un système de robotique dans notre centre hospitalier, là, puis le robot lui-même est installé à l'hôpital Santa Cabrini, mais ça fait partie d'un CIUS, d'un regroupement d'hôpitaux qui inclut Maisonneuve-Rosemont. Donc oui, Thierry, j'y travaille toujours. On a décidé d'optimiser et d'impliquer toutes les spécialités pour que tout le monde en profite. Dans les faits, c'est essentiellement de l'urologie et de la gynécologie et très récemment de la chirurgie colorectale qui s'est greffée à notre programme. On a eu un peu de plomb dans l'aile là, parce que dès l'implantation de notre robot, donc vers la fin de 2019, est arrivée la pandémie. Donc, c'est difficile de parler de nos 2 dernières années pour l'implantation du système. Je retiens plein de choses en fait qui ont été mentionnées par Dr Durand, là, mais je retiens surtout qu'il faut avoir accès à des ressources hospitalières qui sont très difficiles et très difficiles d'accès actuellement pour qu'on arrive à ne serait-ce qu'opérer 3 patients par jour. Là, encore faut-il en coucher un de plus à l'hôpital le soir même. Puis ce qui définit nos programmes actuellement, c'est souvent le nombre de lits disponibles, toutes spécialités confondues. Voilà. Ouais. Et donc, le docteur Durand, vous avez vu, c'est la différence, la culture française et nord-américaine. Par exemple, le durée de séjour, je sais qu'on peut diminuer les coûts totaux sur le volume, l'activité d'utilisation à outrance de la robotique, les durées moyennes de séjour également. Problématique ici, la durée moyenne de séjour est très basse. Je dirais, par exemple, 80-85% de nos prostatectomies radicales partent à J1. Donc, ça va être difficile. Est-ce que de diminuer ça un peu plus? Alors, je sais que aux États-Unis, pour certains patients, on peut essayer de faire une prostatectomie en centre-jour, durée moyenne de séjour inférieure à 24 heures, mais ça devient compliqué. Donc, vous, en France, vous avez réussi à diminuer parce que la culture est différente, mais votre durée moyenne de séjour post-prostatectomie ou néphrectomie partielle est descendue à combien environ? C'est une très bonne remarque. Je sais qu'effectivement, les cultures sont différentes. Alors, d'abord, pour répondre à votre question, nous avons démarré un programme qui s'appelle AmbuPro, qui est une étude multicentrique française dans le sud de la France que nous avons écrite et que nous dirigeons, qui est l'évaluation de la prostatectomie radicale en ambulatoire. Un certain nombre de ces actes sont réalisés en ambulatoire. Pour l'instant, on ne déplore pas d'événements indésirables majeurs. On attend la fin de l'étude. Mais globalement, en tout cas, les prostatectomies, on a, nous, une problématique un peu stupide, c'est que nous n'avons pas d'admission le jour même
de l'hospitalisation en dehors du modèle ambulatoire, je veux dire. Et donc, on peut pas faire il est très compliqué de faire une admission à J0, même si on va opérer l'après-midi, par exemple. Donc, on est obligé d'admettre le patient la jour d'avant. Donc, on perd une nuit. Et en considérant cette nuit-là, quand on intervient pour la prostatectomie, en général, le lendemain de l'intervention, le J+1, les patients sont sortants dans 80% des cas. Aujourd'hui, notre durée moyenne de séjour de chirurgie robotique, si j'enlève le volet des cystectomies et autres, il va être aux alentours de 2,8 jours. Quand on rajoute les cystectomies, on réalise environ un petit peu moins d'une quarantaine dans l'année. La DMS va évidemment augmenter du fait de cet apport, qui représente environ un petit peu moins de 10% des actes. Et donc, nous allons avoir nécessairement une DMS qui va être plus aux alentours de 4,5, 4,6 de mémoire. Mais donc, nous avions donc une marge de progression qui était probablement plus importante, c'est sûr, que la vôtre. Donc, forcément, une progression sur les coûts qui est plus forte entre avant l'optimisation et après l'optimisation. Pour autant, là où on se retrouve, à mon sens, c'est que les coûts à la journée, je pense, bon gré mal gré, doivent être sensiblement les mêmes chez vous ou chez nous. Et donc, j'aurais tendance à imaginer que dans une étude coût-bénéfice et non coût-utilité, j'insiste, celle que je vous ai montrée, dans une étude coût-bénéfice, si elle était menée, s'il était menée l'analyse du coût complet dans votre établissement, je pense si la DMS est encore plus petite, que nécessairement vous devriez être dans un équilibre financier à raison des 400 actes que vous réalisez dans votre institution. Nécessairement, à mon sens, à l'équilibre, sauf s'il y avait des coûts que je n'imagine pas et qui seraient démesurés de personnel et qui seraient tout à fait différents de ceux qui sont en France. Mais je pense qu'il y a un élément important qui pourrait rentrer dans cette dynamique, c'est que l'amortissement est encore différent parce que vous savez qu'ici, les tutelles, les organismes payeurs ne nous n'achètent pas la robotique. Tous les robots au Canada sont allés grâce à des philanthropes, à des programmes de financement, à des dons, et il a fallu aller chercher de l'argent. Donc, l'hôpital n'achète pas le robot. Le robot est financé. L'hôpital ne paye que les coûts de maintenance, les coûts récurrents inconsommables. Donc, le prix lui-même peut être encore en déduction. Donc, ce qui fait que certainement, avec encore moins de cas, je pense, annuellement, on devrait être à l'équilibre. Vous bénéficiez de recettes complémentaires, donc les dons dont vous parlez, qui sont en fait à ajouter dans les recettes de cette analyse coût-bénéfice, qui annulerait totalement le coût de l'investissement, qui est aujourd'hui de 1,4 million globalement quand il s'agit d'un DaVinci XI, réparti sur 7 ans. Vous allez forcément avoir un impact très satisfaisant sur la balance coût-bénéfice. Je serais moi très curieux et très intéressé de voir ce que cela donne, parce que j'ai pour un établissement juste à côté réalisé il y a peu une étude avec leur équipe du DIM coût-bénéfice, alors même qu'ils avaient bénéficié d'un don du conseil départemental ici de 1 million pour l'acquisition. Donc, on se retrouve dans une situation un peu équivalente à la vôtre. Je peux vous dire qu'effectivement, le coût nul, le point d'équilibre par rapport à un case mix qui associait et de la gynécologie et de l'urologie, il était aux alentours de 220 actes. Donc, il faut arriver à casser, à mon avis, l'idée que c'est une chirurgie nécessairement déficitaire. Ça n'est pas vrai. Il faut le publier. C'est l'effort que nous avons fait. Nous avons une autre publication actuellement sur ce credo-là. Je pense que c'est très important pour que les équipes puissent bénéficier de plus de clémence de la part des directions, qui comprennent aussi, à mon sens, si c'est possible dans les modèles de chacun des pays, qu'une fermeture, comme je l'entends, d'un bloc opératoire à 4 heures de l'après-midi est forcément un caillou dans la chaussure, parce que
c'est difficile du coup d'avoir une rotation et une énergie extrêmement importante pour pouvoir faire 3 à 4 actes par jour, à mon sens, c'est certain. Ben, c'est ça met la pression sous le système, c'est-à-dire les procédures d'optimisation dont vous parlez, la formation, la rotation, le personnel pour gagner du temps. Donc, c'est travailler sous pression en permanence, finir à l'heure, former les résidents, donner du temps de console aux résidents, mais pas trop parce qu'il faut finir à 4 heures. Donc, j'avoue que c'est difficile. Alors, dans votre exposé, effectivement, vous parlez beaucoup de l'urologie dans sa globalité, effectivement. Et nous sommes un peu coincés par la prostatectomie ici, qui est vraiment le pourvoyeur initial. Et comme on n'a pas d'accès à la robotique et qu'on a tout le développement de la cystectomie ou faire la néphrectomie partielle, c'est impossible. Il nous faudrait 2 robots dans le département qui seraient dont un à 100% facilement pour l'urologie. Alors, c'est sûr que les autres interventions comme les cures de prolapsus, les urotérolyses, les pyéloplasties et tout le reste, actuellement, chez nous, ça n'a pas sa place. Et je pense que c'est un des éléments pour vous qui vous a permis quand même d'augmenter l'utilisation des plages robotiques et de valoriser votre technique en augmentant le volume d'actes. Mais je pense, je sais pas Thierry ce que tu en penses, mais ici, ça paraît plus difficile. Ici, c'est un peu difficile, pas tant parce que de notre côté, on n'est pas contraint au genre d'intervention qu'on peut faire, mais on est 3 chirurgiens urologues à faire de la robotique actuellement. On fait un peu de pyéloplastie, mais sur le nombre, ça représente peu de patients. On est surtout limité par l'accès à la salle d'opération elle-même. Puis on a parlé de l'optimisation du temps opératoire puis d'opérer jusqu'à 18 heures. Il reste qu'on a une limite qui existe partout au Québec, là, puis partout, j'ai envie de dire, au Canada, c'est le déficit en infirmières, en nursing, en fait. On peut pas avoir on a de la difficulté à avoir des salles d'opération qui fonctionnent pendant la journée actuellement. Alors, c'est difficile d'imaginer étirer la journée jusqu'à 18 heures. C'est sûr, si c'était possible, on trouverait des patients pour on arriverait à les opérer davantage, mais s'il y a 5 priorités dans un petit bloc opératoire comme à Santa Cabrini, il y a 5 vacations par jour. C'est difficile d'imaginer qu'il y en a une à tous les jours qui est occupée par l'urologie aussi. Ce qui limite notre développement actuellement, mais encore là, il y a plein d'éléments super inspirants qui ont été mentionnés par Dr. Durand qui donnent envie de plancher sur une façon d'optimiser ce qu'on fait déjà. Ben oui, puis je pense que c'est un élément, je pense que cette présentation, il faudrait qu'elle soit démontrée à nos hôpitaux, nos directeurs d'hôpitaux dans chaque milieu, parce que pour bien montrer que on peut aller chercher un gain important par l'optimisation, par l'augmentation du volume, par la présence. Alors, je pense que, comme tu l'as dit, avec la pénurie, les syndicats qu'on va avoir derrière le dos, et puis surtout l'utilisation du personnel, c'est un peu une problématique. Là, par exemple, nous sommes en train ça fait des années qu'on attend notre 2e robot, mais vous voyez, pour donner un exemple, on va pas nous l'installer avant que les fondations, nous sommes en train de récupérer de l'argent, n'aient une somme de, je pense, 3,5 millions à 4 millions de dollars. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, le 2e robot ne sera pas installé. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile dans le contexte. Mais malheureusement, on doit faire avec. En tout cas, de mon expérience personnelle, qui est forcément française, même si j'ai bien vu pendant les 2 ans où j'étais à New York le fonctionnement à Cornell et à ICANN où j'ai pu être avec M. Théory. Il est sûr qu'au départ, quand je ne disposais pas, moi, personnellement, des arguments et de la compréhension des indicateurs qui étaient utilisés par la direction, et que je n'utilisais pas le même vocabulaire, il est sûr et certain que tous mes arguments tombaient à l'eau. Ça, c'est certain. Que quand on parle de complications, ils ne parlent pas des mêmes complications. Que quand on parle d'indicateurs, on ne parle pas tout à fait des mêmes, etc., etc. Cet élément, j'ai mis un peu de temps à le comprendre parce qu'au départ, comme tout le monde, j'avais envie de leur dire, mais c'est à vous de vous adapter par rapport à notre univers et non pas le contraire. Bon, néanmoins, c'est eux qui ont la main sur le chéquier. Et donc, j'ai pris le parti, petit à petit, de rentrer très proche du contrôle de gestion, de l'analyse comptable du service et du territoire, de
du juste équilibrage des ressources humaines en heures par rapport aux différents programmes qu'elles peuvent avoir en 7 heures ou en 12 heures, etc. Et j'ai petit à petit appris à manipuler ces données pour amener cette publication qui est un peu hybride, parce que habituellement en médecine, on fait des études coût-utilité avec un indicateur de coût, avec une analyse de surcoût, avec une évaluation de la qualité, qu'ici, je n'ai pas souhaité étudier parce que en réalité, elle ne veut rien dire aux oreilles d'un investisseur, du payeur. Et donc, je me suis adapté à une analyse qui était plutôt comptable, mais en faisant quand même une étude comparative avant et après les mesures que nous avons mises en place. Un élément qui est important, c'est que j'ai tellement associé la direction que parmi les auteurs même, le directeur général de notre établissement est signataire dans les auteurs de cette publication. Et je pense que c'est important si elle est utilisée au contact d'autres établissements. Car du coup, ça donne un crédit complémentaire pour construire des programmes robotiques, je pense, main dans la main entre le payeur et l'équipe des utilisateurs qui, s'ils l'utilisent pas bien, de toute façon vont générer des coûts, mais s'ils l'utilisent très bien, vont sans doute générer des bénéfices. Alors, je comprends, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que souvent, avec nos directions d'hôpitaux, les organismes payeurs, on est plutôt parfois en opposition plutôt que main dans la main. Et pour vous donner un exemple très concret, dernièrement, il a fallu que j'émette des recommandations pour dire et expliquer que il fallait réserver la prostatectomie robotique pour tel et tel et tel et tel type de patients parce que on a trop de patients sur la liste d'attente et pour les rediriger de la robotique où on n'a pas accès vers la chirurgie ouverte. Vous voyez, on en est là actuellement. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais je sais que il faut essayer de s'investir un peu plus au niveau de nos directions. C'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est un vrai message de changer notre mentalité pour essayer d'aller dans la dynamique de ce que vous avez fait. J'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat parce que j'ai rien vu passer. Thierry, est-ce que tu avais une question particulière ou un point à ajouter ou une question pour le docteur Durand? Non, je pense que tout a été mentionné. J'insiste sur mes remerciements, par contre. Oui, ben, docteur Durand, est-ce qu'il y a, parce que je pense que les beaux messages sont très très bien passés. Hein, nous vous en remercions. C'est très sympathique d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour les leftos de ce matin qui sont joints à nous au niveau de leur écran. Je pense qu'écoutez, ça fait un peu plus d'une heure. On va peut-être clore la session à moins qu'il n'y ait des questions, mais effectivement dans le chat, j'ai rien vu passer. Est-ce que Jacob, tu as vu passer quelque chose, si tu m'entends, en question? Il n'y a rien de particulier? Bon matin. Non, je n'ai pas vu de questions qui sont rentrées dans le chat, mais je prendrai aussi l'opportunité pour vous remercier d'avoir pris le temps. Puis de notre bord, on n'a pas vu de questions passer. Bon, parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Docteur Durand, merci. C'était un plaisir de vous avoir eu ce matin. Un petit rappel amical à Daniel Chevalier. Ça me fait plaisir si vous pouvez lui transmettre mon petit bonjour. Et puis, au plaisir de se voir en France prochainement. Merci à Thierry, puis merci à la Société Minogue et puis surtout à Jacob qui s'est impliqué dans l'organisation de cette matinée. Alors, merci à tous et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir.